Maintenant, c'est parti. Tout le temps où j'étais new-yorkais, c'était là. Mais maintenant, c'est parti. J'ai voulu me faire interner dans un asile aujourd'hui. Les cauchemars, la nuit, je ne peux plus les arrêter. Et le jour, les songes atroces. Je suis dans l'avion, sur le plancher, je ceinture ceux qui l'ont détourné. Je suis le super papa qui sauve tous les enfants de la Terre. J'ai les mêmes hallucinations. 10 fois, 15 fois par jour. J'ai été tailladé par des cutters, mais on ne peut plus m'arrêter. Je vais piloter cet avion jusqu'à l'aéroport de Newark, où je vais le poser avec délicatesse. Même les pirates de l'air sont impressionnés. Je serai applaudi par les passagers, tous debout. Je suis le mystérieux super papa anonyme en héros tranquille. Je suis indigné par les sourires de mes enfants, la bonne humeur de ma femme. Ne sentit-il donc pas l'odeur de la mort comme moi? Et ces 2000 photographies sur le mur des personnes disparues juste à côté de chez nous, à l'hôpital Saint-Vincent, et à la nouvelle école, chez Pizza. Est-ce qu'ils ne perçoivent pas la terreur dans ces 2000 regards? Et ces 10 000 larmes de l'incrédulité? Et ces familles en pleurs qui fixent comme autant de miroirs les... Avez-vous vu Muriel Siskopoulos? Disparu Adèle Zacharie? Avez-vous vu Christian Magny? Et les yeux des spectateurs qui reflètent cette incrédulité, cette terreur de victime. Mais comment ma propre famille peut-elle rester aussi calme? Oublier la douleur, même pour sourire d'une fraction de seconde. Ces 6000 corps qui, à Ground Zero, à 10 minutes de jogging de notre maison, se décomposent, qui nous adressent des ondes d'amour, sans nulle tendresse dans ce royaume de rats d'égout. Je vois un policier aujourd'hui. Pas plus de 40 ans, coquet. Je suis en train de courir pour, un temps, fuir le désespoir. Il est seul, au coin de la 9e avenue et de la 17e rue, gardant... Dieu seul sait quoi. Il a l'air si triste. Ça va? Je lui demande tout simplement pour lui faire comprendre qu'il n'est pas invisible. Pas si bien que ça. Pas si bien que ça. Et il se met à sangloter, se détourne, je frôle son bras et poursuis mon chemin, lui permettant de retrouver un semblant de dignité. Un policier qui pleure! Se peut-il qu'il s'agisse du même salaud que je détestais en 1968? Ma plus jeune fille, Anna, qui est élève au lycée La Guardia, à quelques kilomètres du World Trade Center, me raconte cette histoire. Le matin du 11 septembre, après que les informations se sont diffusées sur les ondes, une maman appelle avec son portable sa fille de 15 ans de son bureau, dans la tour nord. La fille est en classe, elle suit son cours d'art plastique et elle est glacée de terreur depuis qu'elle a entendu l'annonce de l'attaque, sachant que sa mère travaille au 101e étage du World Trade Center. Dieu merci, maman. Tu vas bien? Je ne vais pas bien. Je t'appelle pour te dire adieu. On n'invente pas un tel drame. Il nous est imposé, trop déchirant pour ne pas être vrai. Mon plus jeune fils Olivor est au lycée Stuyvesant, juste à côté des tours. Quand le premier avion percute, les gosses se ruent aux fenêtres. Il voit le second avion qui touche sa cible. Puis il voit les gens qui choisissent entre le feu et le sol, sautent et se couplent, virgule emblématique qui se tient par la main. De la télé-réalité absolue. Mais pas de filet de trapéziste en bas. Ils voient les tours qui s'effondrent. Ils assistent à l'entière amputation. Et où vont-ils ranger ces nouvelles informations dans leurs jeunes âmes tournées vers l'avenir? Ma femme et moi, nous entendons l'avion à quelques dizaines de mètres au-dessus de notre maison. Nous sommes dans notre cuisine, baignés de soleil, dégustant un café, profitant de ces dernières secondes de paradis. Juste après, le père de ma femme nous appelle de Londres avec un joyeux bonjour, en nous disant
que l'on ferait bien de regarder la télévision. Un avion venait de s'écraser sur... Nous nous jetons dans l'escalier vers la chambre de notre fils. Par la lucarne, nous voyons la tour victime inondée par les flammes, les cendres de la crémation s'échappant déjà de sa blessure. Sachant que notre fils se trouve juste en face d'elle, nous dévalons l'escalier, attrapons nos bicyclettes et filons comme le vent vers un point de passage sur l'Hudson River, d'où l'on peut voir l'extrémité nord de son école. Elle n'a pas été touchée, elle est intacte, en sécurité. Des milliers d'employés de bureaux déferlent à notre rencontre, évacuant les tours, le centre financier, la batterie Park City, tout ce quartier est devenu un enfer. Nous décidons que ce serait vraiment trop égoïste de forcer le passage avec nos vélos face à cette marée de survivants qui s'écoule vers le nord. Nous nous disons, notre enfant est sauf. Nous nous dirigeons vers le bord extérieur de l'affrontement 40, qui s'avance loin sur l'Hudson, afin que notre vue sur le lycée Stuyvesant soit encore meilleure. Maintenant, nous découvrons que l'autre tour brûle aussi. Un monsieur âgé qui prenait un bain de soleil m'interpelle. Vous savez ce qui se passe? Je m'étais endormi. J'imagine que les tours ont été attaquées par des terroristes et je le lui dis. Ça le sait? Mon fils est dans cette école. Suffisant, difficile à intégrer. Ce doit être un gosse intelligent. C'est vrai. Il est gentil aussi. Au moment où je réponds, étrangement, une évidence me frappe. Mon fils est une partie de moi-même, de ma colonne vertébrale. Au centre de mon dos, il est comme une évidence. Ma femme est restée silencieuse pendant ce banal bavardage avec l'homme du bain de soleil. Son visage est marqué par ses larmes. Je sais qu'elle pense à sa mère qui est morte. Rentrons à la maison. En chemin, je demande aux gens si Stuyvesant avait l'air d'appelant quand ils sont passés devant. Un entier au visage coupable me crie. J'étais dans ce lycée. Il n'a pas été touché. Je viens juste de le longer. Je bosse au World Financial Center. Ils nous font partir sans délai. Oh, j'ai laissé tout un tas de mes affaires. J'espère que ça va bien se passer. Je l'imagine dans la peau d'Oliver. J'ai 15 ans. Je viens juste d'apprendre que les tours jumelles sont en feu de l'autre côté de la rue. Je quitte l'école, je fonce dans l'avenue, juste pour voir ça de plus près. C'est la première fois que je réalise qu'Oliver n'est peut-être pas dans son école, mais dans la rue, au cœur du danger. Je suis sûr qu'à l'âge de 15 ans, j'aurais voulu voir tout ça de plus près. Je ne sais plus quoi faire. Vers où aller? J'essaye de me calmer. On décide de retourner à l'école, à la maison, d'appeler l'école, d'attendre un appel d'Oli. On arrive à la maison, juste pour voir les tours tomber. La première d'abord, puis l'autre. Nous savons que notre fils regarde lui aussi, soit de son école, soit de l'extérieur, tout près. Comment savoir à ce moment si les tours se sont couchées vers l'avant, vers son école, ou si elles ont implosé, ou si elles si elles se sont effondrées sur elles-mêmes? Quand ma mère m'a annoncé que mon père était mort, elle a dit tout simplement « Tu ferais mieux de t'asseoir, j'ai une mauvaise nouvelle, papa vient de mourir. » À cet instant précis, 3 ampoules cuisantes sont apparues sur mon bras. J'ai cru que peut-être je m'étais brûlé avec du café chaud plutôt et que je n'y avais pas prêté attention. Le jour d'après, les ampoules avaient éclaté et étaient devenues atrocement douloureuses. Le médecin m'a dit qu'en fait c'était un zona, né du choc, de la tension extrême. Mais les moments que j'ai passés avec l'idée que mon fils puisse être enseveli par ce déluge d'acier et de pierre sont les pires moments que j'ai jamais connus. La mort de mon père n'était qu'un avertissement. C'est maintenant que je comprends au plus profond de mes os l'ordre naturel de la vie et de la mort. L'enfant ne doit pas mourir avant ses parents, c'est atroce, insupportablement atroce. L'effondrement des tours jumelles passe en boucle 50 fois toutes les 5 minutes.
Guy et moi étudions le désastre sous tous les angles possibles. Soudain, je crie « L'école ! L'école est épargnée !» en apercevant le lycée Stuyvesant intact en arrière-plan. Guy le constate elle aussi. Elle paraît soulagée. Je lui cache mes pensées les plus sombres. Notre fils dans la rue, contemplant le paradis qui s'effondre. Coup de sonnette à l'entrée. C'est mon fils aîné, Matthew. Je devais prendre un avion à l'aéroport de Newark à destination de Los Angeles cet après-midi du 11. J'avais adressé mon itinéraire par courrier électronique à ma famille et mes amis. Matthew, bien sûr, fait partie de cette liste. Il savait que je devais prendre un vol sur la compagnie United Airlines, mais il ne parvenait plus à se souvenir lequel exactement. Normalement, j'aurais dû me trouver sur le vol de 8 heures, mais comme je m'étais blessé au coude, j'avais appelé mon ami Steve Zuckerman, j'avais annulé notre parcours de golf et j'avais réservé sur un vol plus tardif. Quand j'aperçois le visage de Matthew et qu'il découvre le mien, il est le reflet de ma terreur. Je pense qu'il va s'évanouir. Dieu soit loué. Ton frère Oliver, on ne sait pas s'il va bien. L'école paraissait intacte de ma fenêtre. Kelly faisait son jogging. Elle a vu l'avion percuté. Elle était juste devant. L'appartement de Matthew et Kelly est sur West Street, un peu plus haut, du même côté que les tours, un peu plus haut sur l'avenue, à la diagonale du lycée d'Oliver. Je lui dis que je ne savais pas si Oli était à l'école ou dans la rue. Je vais voir. Je t'appelle. Sur ces mots, Matthew disparaît dans les cingles des camions de télévision agglutinés autour de l'hôpital Saint-Vincent, de l'autre côté de la rue. Les ambulances amènent déjà les blessés et les morts. Guy dévale l'escalier. Ils viennent de montrer l'école. Elle n'a pas été touchée. Un journaliste à la télévision a dit que tous les enfants étaient sains et saufs. Ma femme avait évidemment les mêmes pensées que moi et elle les gardait aussi pour elle. J'appelle le numéro principal de l'école, occupé. J'appelle de nouveau, occupé. Je me branche sur le site internet du lycée, rien. Matthew appelle. Je viens de voir Cathy McKinty. Sa fille, Gaïa, a dit qu'elle a vu Oli dans la salle de musique. Il va bien. Mes jambes se dérobent. Gaïa, la fille de notre amie Cathy, est à l'école avec Oliver depuis le primaire. Ils sont tous les deux saufs, vivants, épargnés. La voix de Matthew poursuit. Ils vont laisser sortir les enfants d'une minute à l'autre maintenant. Ça y est, je peux les voir. Je ne peux pas voir si Oli est avec eux, car ils sont vraiment nombreux. Mais il est forcément dans le groupe. Ils vont bien. J'imagine mon fils parmi ses 3000 camarades d'école remontant la voie rapide. Comme tout ça doit être excitant pour eux. Ils devraient être à la maison dans une minute, papa. Et là-dessus, le téléphone sonne. C'est Oli qui appelle d'un restaurant du voisinage pour demander s'il peut amener des copains de Brooklyn à la maison avec lui, car ils ne peuvent pas rejoindre leur foyer avec le métro qui ne marche plus. Je ris fort. Oui, bien sûr. Dépêchez-vous. Il est sur l'autre téléphone à l'écoute. Tous les deux, nous rions, nous pleurons à la fois. Je ne peux détacher mon regard d'Oli et de ses copains qui discutent dans notre salle de séjour. Je pense qu'ils sont si beaux qu'ils devraient être exposés dans un musée afin que les gens puissent étudier cette beauté. Bizarrement, je dois harceler les gosses de Brooklyn pour qu'ils acceptent d'appeler leurs parents. Ils sont scotchés devant la télévision à regarder ce feuilleton de l'enfer. Les uns après les autres, ils acceptent d'appeler leur mère, mais ils restent toujours décontractés. Ouais, mange, s'il te plaît, allons, tout va bien. Je vais faire un tour dehors un petit moment. Ok? Notre appartement devient le quartier général pour une douzaine de parents de Brooklyn absolument hystériques. En groupe, les gosses regardent la diffusion en boucle du drame à la télévision. C'est maintenant qu'ils réalisent le danger auquel ils viennent d'échapper.
La télévision, c'est un moyen d'expression qu'ils comprennent. C'est leur manière habituelle de voir les choses. Ils commencent à se rapprocher les uns des autres, plus près maintenant. La télévision de la réalité. Ils sont des survivants. Mais contrairement aux jeux de la télé, il n'y a pas eu besoin d'un vote pour qu'ils quittent l'île. Ils en sont sortis à pied. Derrière notre fenêtre, 1000 personnes ont pris place dans une file d'attente aussi organisée que ce que les New-Yorkais puissent offrir. Ils attendent d'être admis à l'hôpital Saint-Vincent pour donner leur sang. Pas plus d'une heure depuis le début de l'attaque, et déjà 1000 personnes sont dans notre rue prêtes à donner leur sang. Un journaliste annonce que la même scène se reproduit devant chaque hôpital de New York, de Chinatown à Harlem. Les casernes de pompiers ont été décimées dans notre quartier. Cette jeune gare, dans celle de la 10e rue Ouest, 11, dans celle de la 4e avenue. On estime que près de 300 pompiers sont morts lorsque les tours se sont effondrées. Devant chaque caserne, des hommes et des femmes de tous âges, de toutes couleurs, de toutes apparences, viennent avec des bougies et des fleurs. À part cela, on ne sait plus que faire, sinon pleurer. Oliver dort sur le plancher de notre chambre, 2 nuits de suite. Il dit qu'il n'a pas peur, qu'il trouve juste que c'est un peu dur de dormir, mais pas de peur. Je reste éveillé, allongé pour écouter sa respiration. Je vais dans la chambre d'Anna et je la regarde dormir pendant un moment. J'embrasse sa joue, près, tout près. Je vois son visage souriant et je me rappelle de la petite Anna de 5 ans qui faisait écho au souhait d'Oliver de mourir. Exactement au même moment que moi. Je vais vivre beaucoup plus longtemps que toi, papa, parce que je suis jeune et que tu es vieux. Je me rappelle de cet enseignement de Montaigne que j'avais lu pendant mes études, il y a des années de cela. Notre jalousie de voir les enfants naître et profiter de la vie quand nous sommes enclins à la quitter renforce notre amertume et notre sévérité à leur égard. Nous nous indignons de les voir marcher sur nos traces, comme s'ils étaient impatients de nous voir quitter la place. Or, si cela nous effraie, alors qu'à la vérité, il est dans l'ordre des choses que les enfants puissent naître et exister, aux dépens de nos propres vies et de nos propres existences, alors, nous ne devrions vraiment pas nous lancer dans l'entreprise d'être pères. En famille, nous regardons George Bush, le jeune, s'adresser à la nation. Cela ennuie Anna, elle quitte la pièce. Oliver reste et regarde, mais commence à feuilleter un traité de golf. En quelques minutes, le voilà absorbé par un article sur l'art de frapper la balle. En dessous, photo l'appui. Mais Bush le jeune continue son discours de sa voix monocorde. Ah, il a presque l'air d'un vrai président. Il tient son événement déterminant, et il le sait. D'un point de vue purement politique, c'est un homme chanceux. Oliver est trop jeune pour se souvenir de Bush l'Ancien, se précipitant lui aussi sur le tournant de sa carrière, presque 10 ans plus tôt avec les bombardements sur Bagdad. À cette époque, quand le discours à la nation de Bush l'Ancien avait pris fin, j'avais immédiatement entassé Gil, Anna et Oliver dans la voiture familiale et je les avais conduits à la maison de ma mère dans le Massachusetts. J'étais certain que l'Amérique lâcherait ses bombes sur l'Irak et que Saddam Hussein riposterait avec une attaque terroriste sur la ville de New York. J'avais bien imaginé le processus. J'avais mal évalué la date. Je n'oublierai jamais ce moment où je regardais la télévision dans la salle de séjour de ma mère, alors que les bombes tombaient sur Bagdad. Flots sans fin de cahotantes lumières déchirant la nuit comme un feu d'artifice du 4 juillet. Et je me revois, sanglotant, encore et encore, persuadé que les petites familles comme la nôtre allaient être réduites
réduite en morceaux, alors que le diable, Saddam Hussein, était à l'abri, bien loin des champs de tuerie. Et voilà maintenant que je suis un papa irakien, un papa israélien, un papa afghan, un papa palestinien. Je suis passé de l'autre côté de la barrière et je connais la terreur abjecte. Je sais que je veux protéger ma famille, mais je ne sais tout simplement pas comment. Je suis désemparé. Oh, je peux encore prétendre avoir un semblant de contrôle théorique de la situation. Je sais que ce n'est qu'une illusion. Je suis livré à moi-même. Je suis désemparé. La partie basse de Manhattan est envahie par la police et l'armée. On ne peut plus aller à la 14e rue et revenir à la maison sans justifier de notre identité. Le garage de notre voiture se trouve dans la zone à accès limité, juste au-dessus de la voie rapide de Ground Zero. Au garage, nous devons montrer nos papiers et un garde armé nous accompagne jusqu'à notre véhicule. J'ai toujours voulu savoir à quoi cela pouvait ressembler de vivre dans un état policier. Aujourd'hui, je sais. Je suis reconnaissant. Je veux remercier chaque policier, chaque pompier, chaque soldat. Je veux leur apporter de la soupe. Deux grandes semaines se sont écoulées depuis l'attaque. J'ai le sentiment autour de moi que tout le monde revient doucement dans sa vie, va un peu mieux. Au contraire, je vais de plus en plus mal. Jamais je n'ai connu une telle dépression, un tel désespoir. C'est une dépression de fin du monde. Dépression de fin du monde. C'est une dépression de fin du monde. Des épisodes variés du même cauchemar. Dépression de fin du monde. Des épisodes variés du même cauchemar sont projetés dans ma tête, comme dans un mauvais film d'Arnold Schwarzenegger, 3 fois par nuit. Je suis dans l'avion, je lutte avec les pirates de l'air. J'encourage les autres passagers à attaquer ces fous. J'évite le désastre. Ouais, égocentrique absolu. Mais c'est vraiment bouleversant de vivre comme nous, dans la 11e rue Ouest, si près du mur des personnes disparues. Je ne peux le chasser de mon esprit. Je vois les photos tous les jours, et les familles accablées de douleur, et les amis, les cierges, les fleurs, et l'absurdité de Saint-Vincent qui appelle tout ça le mur de l'espoir. Je ne peux pas ne pas l'imaginer les restes de ces 6000 personnes en train de se décomposer dans les décombres proches. Je ne peux pas ne pas sentir l'odeur de leur mort dans l'air que je respire. Les gens qui vivent dans d'autres quartiers ne sont pas commotionnés comme nous le sommes, nous, ici, en centre-ville. Avoir entendu ce premier avion frôler notre maison, implanter le décor de mes cauchemars, j'en suis sûre. Et sans compter mes enfants en danger. Et maintenant, de quelque côté que je me tourne, je vois ces photos de disparus qui brisent le cœur. Preuve absolue que tout cela est réellement arrivé. Ce n'est pas un de ces mauvais films pour faire du fric, non. C'est la réalité. Je m'éveille en sueur à 4h44 du matin. J'ai eu ce rêve à nouveau, mais celui-ci a été plus sanglant que d'habitude. L'équeuteur était encore plus efficace que d'habitude. Je vais dans la salle de bain, je trouve et j'avale un cachet de Valium. Pendant que j'attends que le médicament percute mon cerveau, j'écris sur mon carnet de notes. Ce n'est pas un temps heureux pour les gens qui ont de l'imagination. Oliver tourne un film pour son école et Anna vient d'écrire un article pour le journal de la sienne. Écrire à propos de tout ça semble les aider. Avec un peu de chance, les élèves de Stuyvesant pourront réintégrer leur école d'ici une semaine. Pour aller en classe
Ils ont fait la navette en métro tous les jours vers le lycée technique de Brooklyn. Ils auront besoin de beaucoup d'aide au niveau psychologique quand ils retourneront dans leur école à eux, juste en face de Grand Zéro. Ils ont tout vu. Je continue à me dire, des jours meilleurs sont à venir. Mais je n'y crois pas une seconde. Je crois seulement que je me débrouillerai mieux. Je vais me désensibiliser à propos des personnes disparues, des photos des personnes disparues. Bientôt, l'air sentira meilleur. Je vais enfouir tout cela dans les plus profonds recoins de mon cerveau, dans un compartiment spécial, réservé à Hitler et à mon enragé de père. Dans un coin pour les incendies, les inondations, les tremblements de terre. Un coin pour tout ce qui est un péril pour ma vie. J'oblige ma famille à se joindre à moi pour un week-end dans le Massachusetts. Mon fils cadet Adam se joint à moi, avec sa compagne Kathleen. Ce sont tous deux des musiciens de rap archi-branchés. Tous les deux vaguement dégoûtés par les nombreuses attractions pour touristes de Gloucester, Massachusetts. Mais nettement moins effrayés qu'ils ne l'étaient la veille à New York. Habités par un pressentiment, ils sont convaincus que l'anthrax nous guette au coin de la rue et que nous devrions tous avoir sur nous de fortes doses d'antibiotiques Cipro, constamment. Adam lance quelques appels avec son téléphone portable, obtient du Cipro auprès d'un ami musicien. Il lui dit « C'est parti par courrier !» Et Adam semble un peu soulagé. Un agent de la télévision, William Norris, m'appelle, me demande de nos nouvelles. Il me dit qu'il a un projet formidable en vue pour moi. Il me dit aussi qu'un de ses amis proches a passé commande de 10 000 masques à gaz pour ses clients et amis. Je suis impressionné. 10 000, c'est la moitié de la population de ma ville natale. Je fantasme immédiatement et m'imagine être celui qui va décider à quels habitants de Rockville, Massachusetts, on va distribuer le masque filtrant et quels sont ceux qui seront touchés par le virus mortel. Dois-je trouver des enfants de la classe 1945, de l'école des bonnes sœurs, qui, jaillissant des buissons bordant Project Street, m'ont jeté au sol en me criant « Vous les Juifs, vous avez tué le Christ !» Bien sûr que je les sauve. Je me tourne vers mon assistant et lui dis « Allez, donne-leur des masques. » On me dit aussi que la Warner et la Paramount ont engagé des bataillons de gardes armés. Je suis frappé de constater que les égos hollywoodiens sont tellement surdimensionnés qu'ils sont persuadés que toute cette affaire tourne autour d'eux. Peut-on douter un seul instant que Oussama Ben Laden ait pris personnellement pour cible les fameux producteurs Michael Eisner, David Geffen, Jerry Lansley? J'essaie d'imaginer le coût de la protection rapprochée des Bruce Willis, Sylvester Stallone, Tom Cruise et autres durs à cuire, héros de la pellicule. Et seulement à présent, il me semble évident que j'éprouve du ressentiment pour tous ceux qui vivent au-delà de la 17e rue et du sud de Brooklyn. Cette tragédie concerne d'abord et de toute évidence les habitants du sud de Manhattan. Je commence à me rendre compte que je rase mes amis de Gloucester. Ils voudraient que j'arrête de parler de tout ça. Je les traîne dans la boue. Les plus concernés sont encore les anciens 68 arts, occupés à organiser une grande marche pour la paix vers Washington. Tu défiles avec nous, camarade. Mais non, sans façon. J'ai défilé en 68. J'ai chopé des ampoules et la guerre ne s'est pas terminée. En fait, je militais activement contre la guerre du Vietnam. Mais ce qui se passe aujourd'hui me semble totalement différent. C'est comme si des fous furieux, tapis dans nos bois, avaient juré de nous assassiner et que nous soyons obligés d'organiser des battues pour les chasser de nos vies. La plupart des gens que je rencontre à Gloucester ont repris le cours de leur vie, travaillent leur revers au tennis,
mettent en place des décorations compliquées pour Halloween. Moi, je ne peux parler que de la tragédie. Je suis le vieux radoteur. Le drapeau américain est partout. Comme si le fait de faire flotter ce glorieux étendard dans le vent allait être suffisant. Montrer aux fous furieux que nous avons un drapeau et qu'ils ne s'avisent pas de recommencer. À Rockport, Massachusetts, je vois un type d'âge moyen en train de faire son jogging avec un maillot et un short, taillé dans un drapeau. Un étendard plus petit est enroulé autour de sa tête. Non mais, il y a un mois, ce même gaillard aurait été arrêté. Les patriotes fondamentalistes auraient appelé les flics pour injure à l'emblème national. Quant aux gens normaux, ils auraient appelé les flics pour cas de folie douce. Et sur la route, 1 kilomètre plus loin, une jeune fille est en train de faire son jogging quasiment dans la même tenue. Et beaucoup de drapeaux sur les maisons du front de mer de Gloucester ont été mis à mal par les vents violents et ils sont en loque. C'est comme si on revenait de Gettysburg, après avoir mené le combat vaillamment, avec des drapeaux en dos. Je me rends compte que je fais partie d'un groupe de personnes qui semblent plus affectées que les autres par la tragédie. Pour dire les choses simplement, mon groupe est vraiment paniqué. Mais c'est quoi exactement mon groupe? Je me dis que nous sommes principalement des artistes et que les artistes sont plus sensibles. Au début, j'estime que ce constat est positif. Et les conneries s'accumulent. Et il n'y a pas de bonnes conneries. Les conneries ne vous lâchent plus. Aussi, je continue à ruminer. Ne serais-je pas en train d'utiliser toute cette tragédie pour justifier mon instabilité sans fin, ma dépression continue? Je dois d'abord reconnaître que je n'étais pas particulièrement d'humeur à glousser de joie avant le 11 septembre. Mais une nouvelle pensée commence à m'effleurer. Ne serais-je pas donc tous ces gens qui ont... Ceux d'entre nous qui se sentaient en danger étant enfants, se sentent encore plus menacés étant adultes quand survient la crise. C'est dans cet état d'esprit que nous nous sommes développés en êtres humains civilisés. Ces gens chanceux qui ont eu une enfance manège enchanté et bonne nuit les petits ont, face à la crise, un sens solide du « on va s'en sortir sans problème ». Jamais, une seule fois dans ma vie, je n'ai cru que une situation pouvait se résoudre sans problème. Cette pensée me fait suffoquer. Écrire, c'est peut-être un moyen de ralentir le cours de sa vie, à une allure à peu près raisonnable, afin qu'elle puisse être encore regardée, modelée, comprise. La vraie vie se termine toujours par des désastres. Les histoires qui finissent bien, laissons-les à Nell Simone et à Molière. Il n'y a pas d'autre échappatoire. Le grand âge pour ceux qui ont de la chance, un putain d'accident ou une maladie de misère pour les jeunes qui n'ont pas de chance. Ainsi va la vie, ainsi va la mort. C'est pourquoi l'enfant qui a grandi dans la menace a un plus grand besoin de saisir la vie à bras-le-corps avec le futile espoir de la contrôler. Alors que l'enfant, manège enchanté, et bonne nuit les petits, vit avec l'absolue certitude que papa et maman s'arrangeront pour que, en effet, tout aille bien. Dans les crises, on attend souvent que papa et maman arrangent les choses. Soudain, Bush, le jeune, commence à ressembler à un président, au lieu de la poule mouillée minaudante d'il y a 4 semaines. Soudain, le maire de New York, Rudy Giuliani, a l'air d'un mec bien. Les mêmes New-Yorkais qui traitaient Rudy de minable, maintenant, ils le traitent de vrai mec. Et Rudy répond à cette affection à la manière d'un vrai mec. De la même manière que George Bush, le jeune, a trouvé quelque chose de présidentiel dans son âme de chauffeur de salle. Comme de bons comédiens, il joue une pièce parfaitement répétée. Et comme un bon public, nous sommes contents de faire comme si. En 3 semaines, je n'ai souri qu'une seule fois. Ma fille aînée, Rachel, me connaît vraiment trop bien. Elle m'adresse un dessin qui nous montre les talibans
effrayé, en train de lire un message menaçant de bouche. Livrez-nous Ben Laden, ou nous inscrirons vos femmes dans les universités. Je souris et je reproduis le dessin pour l'envoyer à des amis. Je revois Rachel à l'âge de 15 ans me disant... Je pense que les gens qui nous causent le plus de problèmes dans la vie aujourd'hui sont ceux dont on pensait qu'ils allaient nous causer le plus de problèmes. Si seulement Rachel avait été patronne de la CIA, dès l'époque où Ben Laden avait essayé de détruire le World Trade Center il y a 8 ans. Guy et moi faisons une longue promenade. Nous allons voir notre fils Adam à Sceaux. Il nous reçoit sur le pas de sa porte, sur le trottoir. Kathleen est trop fatiguée pour nous recevoir, elle se repose à l'étage. Je la sens retourner. Adam nous dit qu'il prévoit d'organiser un concert destiné à recueillir des fonds pour les familles des victimes. Il retourne à la vie, il est engagé dans l'action. Je suis content pour lui, jaloux. Je lui propose mon aide, il devine mon besoin et accepte ce concours pourtant un peu efficace. Je lui propose de lui fournir les numéros de téléphone de Robert De Niro et Paul Simon, deux vieux copains. Parfait. Je vais aussi essayer de coincer au gymnase Jay-Z, la vedette de rap. J'ai une mission, en passade, étreinte. Je me dis, quelle chance on a de pouvoir aimer et d'être aimé. Et guérir. Wow. Ça ne marche pas. Partout dans le bas de la ville, il y a ce relent d'odeur de mort. La cité est trop tranquille. L'amputation, béante, dans la ligne des gratte-ciels, vous vrille le regard. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette photographie, vous demandez-vous, en étudiant la ville sous tous les angles possibles? Plusieurs fois, au cours des 2 semaines écoulées, j'ai scruté le ciel, croyant que les tours étaient revenus. On m'a dit que les personnes amputées ressentent souvent des douleurs dans leurs membres disparus. Je crois que New York ressent la douleur de ces tours jumelles disparues. Hors de propos en apparence, Guy me tire de ma rêverie et me dit... Les gens qui sont morts avant le 11 septembre ont eu beaucoup de chance. Elles ne sauront jamais ce qui est arrivé au monde. Je sais qu'elle pense à sa mère. Je ferme les yeux. Je vois le visage de Samuel Beckett. Il pleure. Susan Sontag, dans le New Yorker, publie un article dans lequel elle prétend que les pirates de l'air n'étaient pas des lâches. Je ne suis pas d'accord. À première vue, on peut penser qu'il est vraiment étonnant de préparer sa propre mort pendant une année ou deux. Mais ensuite, vous comprenez que ces fous furieux ne préparaient pas du tout leur propre mort, ils préparaient celle de milliers d'autres personnes. Un individu courageux fait face à son ennemi et livre au combat les yeux dans les yeux, que ce soit avec des mots ou avec des armes. Piloter un avion droit dans un immeuble où travaillent 50 000 employés de bureau. C'est la définition du lâche, Sontag. Vous avez totalement tort. Mais la vie est courte et douloureuse. Ne perdons pas de temps pour un simple mot. Que diriez-vous du terme? Fou furieux. D'accord? Bon, passons à autre chose. Nous, les Américains, avons vécu dans le déni pendant des années et des années. Notre nation est détestée par à peu près tous les gens qui éprouvent le sentiment opposé. Le déni est une forme de paradis. Parti maintenant, on ne se sentira plus jamais en sécurité. Nous sommes passés de l'innocence autosuggérée au pire genre qui soit, l'expérience infligée par les autres. Mohamed Atta a laissé des instructions pour ceux qui auraient à s'occuper de son corps. Oui, on l'entend sur la radio nationale. Une de ces instructions. Quiconque sera amené à toucher ses organes génitaux devra porter des gants. Une autre de ses demandes, que son corps soit aspergé d'eau de Cologne. Une autre, qu'aucune femme enceinte ne puisse s'approcher de sa dépouille et qu'aucune femme ne puisse voir sa dépouille. Et enfin, que son corps soit enterré, le visage tourné vers l'est. Mais Atta
Croyait-il vraiment qu'il resterait quelque chose de son corps à mettre en terre? Était-il fou à ce point? Oh oui. Je me surprends à détourner mon regard du visage d'Atta dans le journal. Il y a une telle démence dans ses yeux écarquillés. Mais j'ai peur qu'il ne m'hypnotise et qu'il m'envoie vendre des fleurs à l'entrée du grand tunnel. Oh, j'oubliais. Le tunnel est fermé. Mais quel est le cinglé qui a vendu à Atta un billet d'avion, aller simple, rigueur une espèce? Mais celui-là a décroché le gros lot. En faisant des recherches sur Ben Laden et les réseaux islamistes fondamentalistes, la fille d'un ami de Floride a découvert que les cochons, que les pirates de l'air ne devaient en aucun cas mourir à côté des cochons, vivants, sous peine de passer l'éternité en enfer. Elle envoie un email au président Bush en lui suggérant d'installer un porcelet vivant dans la cabine de pilotage de chaque avion de ligne. Je le lis en me demandant si des hôtesses de l'air, nues, offrant des sandwichs jambon crudité, n'auraient pas le même effet. Je contemple mes enfants assis dans la salle à manger. Anna lit un roman et Oliver étudie son livre de sciences de la vie. Je me demande s'ils iront à l'université ou s'ils partiront directement du lycée à la guerre. Mais comment ma grand-mère a-t-elle pu supporter d'avoir ses 3 fils engagés dans la Seconde Guerre mondiale? Comment a-t-elle pu supporter les 2 ans de captivité de mon oncle Freddy dans un camp de prisonniers en Allemagne? Je suis impressionné qu'elle ait dû survivre à une telle charge d'angoisse. Je pense que je ne serais pas capable de survivre, je ne supporterais pas. Mais après tout, c'était une femme et je ne suis qu'un homme. Tôt le matin, je suis en train de courir sur la voie cyclable de l'Hudson River. Quand je me trouve du côté de chez Mathieu et Kelly, j'aperçois un groupe de travestis qui font des signes et acclament les camions qui passent au croisement de Christopher Street et de la West Side Highway. Beaucoup de ces hommes qui sont habillés en femmes se sont regroupés en chorale et chantent We will rock you. Oh. Les chauffeurs des camions jouent du klaxon avec bonne humeur en roulant à pleine vitesse. Tout cela se déroule dans un bon esprit, sans méchanceté. Sauf que Ground Zero est à 500 mètres, dans toute son horreur. Mathieu me dit qu'on est venu à comprendre que il y a 3 semaines, avant le 11 septembre, il vivait au paradis. Je ravale mes larmes. Je sais qu'il a raison et je le lui dis. Je reste éveillé pendant des heures plus tard à ressasser cette perte du paradis. Quand je m'endors, enfin, voilà le rêve à nouveau. Je suis dans l'avion. Je projette les pirates de l'air sur le plancher. Je suis le super papa qui sauve tous les enfants de la Terre. J'ai été tailladé par les cutters, mais on ne peut plus m'arrêter. Je vais piloter cet avion jusqu'à l'aéroport de New York. Je le pose avec délicatesse. Mohamed Atta lui-même est impressionné. Je refuse de révéler mon nom aux journalistes du New York Times assemblés sur la piste. Je suis le mystérieux super papa anonyme. Trop tranquille. Au matin, lorsque je me retrouve une fois de plus dans ma rue, je passe devant le mur de l'espoir et j'ai mon premier sanglot de la journée. Je lis une affichette sur laquelle est imprimé « Si vous voulez que Dieu éclate de rire, décrivez-lui vos projets pour demain. » Ce sont les mots pleins d'humanité d'un prêtre qui fut parmi les premiers à mourir le 11 en donnant les derniers sacrements à un pompier. Aujourd'hui au gymnase, nouvelle fracassante. Tout le monde arrête de soulever l'épaule et regarde la télévision avec incrédulité. Les tests sont positifs de l'anthrax dans les cas de l'assistant de John Rocco. Il a contracté la maladie
par le biais d'une poudre envoyée dans une enveloppe de Saint-Pétersbourg, Floride. 3 autres cas d'anthrax, dont un mortel, sont signalés en Floride. Il y a de la panique à revendre dans le gymnase. Alors mentalement, je prends note. Il ne fait pas bon d'être l'assistant d'un homme célèbre par les temps qui courent. Hein. Sur le chemin de la maison, je croise plusieurs groupes qui fixent le ciel, les yeux écarquillés. 3 grappes de ballons bleu marine flottent au-dessus de leur tête. Tout le monde partage la même crainte. Mais les ballons sont remplis du germe d'anthrax. Impossible, ce ne sont que des ballons. Comme la plupart des spectateurs sont jeunes et que j'ai les cheveux gris, ils ont l'air soulagés. Quand je rentre à la maison, Gil me dit qu'elle vient de lire un article sur cet enfant de 4 ans, fils d'un courtier victime des tours, qui essaie désespérément de joindre son père par téléphone au ciel. La maman du petit garçon réussit finalement à le convaincre que les appels téléphoniques atteignent rarement leur destinataire au paradis. Alors, avec des ballons gonflés à l'hélium, le petit garçon envoie des messages à son père. Il écrit son message, le rend dans un ballon, se rend dans un magasin d'articles de fête où pour 25 cents, le marchand le gonfle à l'hélium, il ressort de la boutique, lâche la ficelle et suit des yeux le ballon qui s'élève dans le ciel. Aux dernières nouvelles, il attend toujours avec impatience une réponse de son père. Je cours le long de l'Hudson River. La matinée est fraîche, ensoleillée. Je pense à la beauté de mes enfants, à la profusion d'amour que j'éprouve pour eux, que j'éprouve pour ma femme, que je reçois d'elle. Je pense au paradis. Je scrute le ciel pour voir si je peux encore le trouver, mais il n'est plus là. C'était là. Maintenant, c'est parti. Je viens de voir la météo. Il y aura plus de soleil qu'hier. Bien, on a de la chance. Ouais, hier j'étais gelé. Ouais, c'était... Quelque chose qui ne va pas dans ta tartine? Elle est un peu brûlée. Prends la mienne. Je me fiche que la tartine soit noire. Ah, ça va, j'ai pas faim. T'as vu le match des Jets? Aucun intérêt. Ouais. Pathétique. Même en le faisant exprès, ils auraient pas pu faire pire. Pathétique. Elle aura 41 ans aujourd'hui. Non, 42. 42? T'es sûr? Affirmatif, 42. Joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire, maman. Allah Akbar. Allahu Akbar. Tu te souviens bien d'elle? Pas bien. Pas vraiment. Et toi? Pas bien. Je me souviens juste de son rire. Je ne me souviens de rien de précis. Bizarre. Je fais sûrement un blocage. Notre père... On ne parle pas de lui à nous.
Il aurait 60 ans. Aucun intérêt. 60 ans? Ça ne m'intéresse pas. Pour moi, il n'existe pas. Pour moi, il n'a jamais existé. Tu n'as pas fini ton petit déjeuner? Moi, j'ai pas faim. Il faut que tu manges. J'ai pas faim. Il faut que tu manges. Oh, laisse tomber, tu veux. Je te dis de manger. J'aime pas manger du poisson le matin. Tu as besoin de protéines pour avoir de la force. Mange. Et alors? Qu'est-ce qui se passe si je refuse? Bon. Et Toutes les louanges à Allah qui m'a accordé ce repas sans puissance ni effort. Ça te va? ça va, ok. Merci. Tu es bon pour moi. Exactement. Et ne l'oublie pas. Frédéric Boisson, 42 ans, employé Sodexo à la maintenance, tué dans le hall. Franck Bransolaro, 49 ans, garde du corps de Charles. Cabul, 76 ans, dessinateur. Elsa Kaya, 54 ans, psychanalyste, juive, et seule femme tuée dans l'attentat. Stéphane Charbonnier, alias Charles, 47 ans, rédacteur en chef de Charlie Hebdo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Philippe Honoré, 73 ans, dessinateur. Bernard Marie, 68 ans, économiste, chroniqueur. Ahmed Merabet, 42 ans, policier, tué d'une balle dans la tête alors qu'il était allongé dans le hall. Blessé. Moustapha Oura, 60 ans, secrétaire de rédaction d'origine algérienne. Michel Renaud, 69 ans, rédacteur invité. Tinius, de son vrai nom Bernard Verillac, 57 ans, dessinateur. Georges Wolinski, 80 ans, dessinateur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Même Catherine a dit qu'elle était fière. Catherine a dit ça? Catherine a dit qu'elle était fière? Elle a dit qu'elle était un peu fière. Catherine est haram. Aram est belle. Haram et haram. C'est l'heure, Saïd. Ça va? Ça va. Je suis prêt. Allahu Akbar. En général, nous n'ouvrons pas avant midi. La porte n'est pas fermée. J'aurais dû la fermer. Bon, je suis désolée, la galerie est fermée jusqu'à midi. On prépare de nouvelles expositions. Vous pourrez voir celle sur les couvertures de Vous Charlie êtes Hebdo. là. Je dis je suis désolée et... Vous êtes la propriétaire. Pardon. Êtes-vous la propriétaire? Non. Est-ce que le propriétaire est ici? Non, elle n'est pas là. Je suis désolée, la galerie est fermée jusqu'à midi et nous... Vous... Quand est-ce qu'elle sera là? La propriétaire? Oui, la propriétaire, quand est-ce qu'elle sera là? Oh,
Écoutez, elle habite Zurich, elle sera là jeudi pour l'ouverture de l'exposition. Qui prend les décisions? Mais quelle décision? Concernant cette galerie, ce que vous exposez. Ce que nous exposons dans cette galerie, les décisions. Je suis désolée. Vous êtes... Qui a décidé d'exposer les photographies de Damian? Vous êtes journaliste. Est-ce que vous pouvez répondre à mes questions, s'il vous plaît? Écoutez, ce doit être moi. Je suis désolée, vous êtes... C'est ma mère. Là, je comprends pas bien, là. Les photographies. Les photos de Damian. Mais Damian était un homme. La femme sur les photographies, c'est ma mère. Ah oui, je vois. Le modèle de Damian sur les photographies. Ah, elle est belle. Elle a 81 ans, elle est malade. Elle a perdu la mémoire. Oui, je suis désolée. Mais elle était belle quand elle a posé pour les photographies. Elles sont obscènes. Oh. Elles sont espiègles. Elles sont coquines. Légèrement érotiques, mais pas vraiment obscènes. Vous n'avez pas l'autorisation de ma mère. Oh, mais nous avons l'autorisation des ayants droit de Damian. Les ayants droit ont Vous ne autorisé... pouvez pas ouvrir l'exposition. Écoutez, je suis désolée. Puis-je vous demander votre nom? Paul Ettinger. Ah. Ma mère s'appelle Alma Ettinger. Bien, monsieur Ettinger. Bonjour, je suis Tricia Blankenship, je dirige... Vous ne pouvez pas ouvrir l'exposition. Bon, écoutez, ne parlez pas sérieusement, monsieur Ettinger. Cette collection est un trésor de Damian que personne n'avait pu voir jusqu'à aujourd'hui. La découverte de ces photos a été annoncée dans les journaux du monde entier. Mais c'est un travail d'une immense importance. Ce sont les photos de ma mère en train de baiser. Oui. Et je ne pense pas que les critiques d'art vont évaluer ces photos avec le même regard. Vous ne pouvez pas ouvrir l'exposition. Monsieur Ettinger, la découverte de ces photos, ce sont les premières nouvelles photos que l'on peut voir de lui depuis sa mort en 1971. C'est un travail hyper important à des lieux du cas particulier de votre mère. L'identité de ma mère est clairement le centre des préoccupations de son mari, de ses enfants et de ses petits-enfants. Vous trouvez ça amusant? Oui, bon, un peu. Je suis désolée. Mais je ne pense pas que les gens vont regarder ces photos en se posant la question de l'identité du modèle de Damian. Ces photographies sont obscènes, pornographiques. Elles sont légèrement érotiques. Pas vraiment obscènes, et certainement pas pornographiques. La découverte de 55 nouvelles photos de Damian a fait sensation littéralement dans le monde entier. Ce sont les premières nouvelles images que l'on peut voir de lui depuis sa mort en 1971. Pornographie. Ah, Ram Damian était incontestablement le plus grand photographe du XXe siècle. À lui seul a su élever la photo du niveau du journalisme à celui de l'art. Je vous les achète. Non mais vous n'êtes pas sérieux, monsieur Ettinger. Combien? Oh là là. Oh mais les originaux de ces photos vont facilement se vendre entre 75 et 100 000 $. Monsieur Ettinger, je comprends que vous soyez bouleversé. Si le modèle de Damian avait été ma mère, ma grand-mère, je me serais certainement sentie concernée par cette œuvre. Mais est-ce que j'essaierais de la censurer? Absolument pas. C'est excessivement rare pour une collection, pour une galerie, d'avoir une collection de cette taille ou de cette importance qu'on trouverait plutôt dans un musée. On a donné les droits d'exposition à cette galerie parce que nous avons eu le courage de conserver la collection des couvertures de Charlie Hebdo. Quand les assassinats ont lieu à Paris, le monde entier s'est levé et a crié « Je suis Charlie !»
Mais personne n'a osé lire Charlie Hebdo dans un bus ou dans un train. Personne. Les gens étaient terrifiés qu'on puisse les voir lire ce journal. Les terroristes avaient atteint leur but. Notre collection, les couvertures de Charlie Hebdo, se dressent courageusement et dit « Nous n'avons pas peur ». Les avocats des ayants droit auraient pu donner les droits de cette exposition à n'importe quel musée dans le monde. N'importe quel musée. Mais c'est à nous qui les ont donnés. À cause de la façon dont nous avons promu et rassemblé cette collection, les couvertures de Charlie Hebdo. Quand tous ces meurtres horribles ont eu lieu à Paris, le monde entier a répondu. Pas seulement contre les meurtres, cela va sans dire, mais il s'est rallié contre la censure de l'art, contre l'un de nos droits, contre l'un de nos droits humains les plus fondamentaux. Je puis vous assurer que cette galerie n'est pas seulement une question d'argent. C'est une affaire d'art et de liberté d'expression. Vous croyez ça? Mais je le vis. Vous ne pensez pas que cette merde raciste, choquante, que vous exposez, provoque les meurtres, implore les meurtres? Non, certainement pas. Là, vraiment, vous ne le pensez pas? Rien ne justifie un meurtre. Et vous ne pensez pas que ces caricatures provoquent quelque chose de profondément douloureux pour des familles musulmanes innocentes? Vraiment, monsieur Tinger, nous vivons dans deux mondes différents. Écoutez-moi, mademoiselle Borgacci, s'il vous plaît. Ma mère était mariée avec mon père quand elle a posé pour les photos de Damian. D'une certaine façon, elle a réussi à se sortir des griffes de Damian et son mariage avec mon père a réussi. Son mari, mon père, est encore vivant. Enfin, il est à peine vivant, mais il est vivant. Ça va le tuer. Ma sœur, ma fille, est une figure publique. Elle est responsable d'un service politique. Mais c'est vrai, vraiment, où, dites-moi. Oh mon Dieu, mais vous ne dites que des conneries. Mais vous ne voyez que l'argent, pas les gens. Il y a 6 petits-enfants, des gamins. Il y a aussi les médecins de ma mère, ses infirmières, ses aides-soignantes. Oh, s'il vous plaît, monsieur Tinger. Personne ne va s'interroger sur l'identité de la femme qui est sur les photos. Personne. Ne me prenez pas pour un idiot, madame. Je vous demande d'être humain à être humain, au nom de ma mère et de mon père, d'annuler cette expo. Je suppose que vous avez encore, que vous avez eu une mère et un père, non? Je vous demande au nom des 6 petits-enfants de ma mère qui vont être ridiculisés et catalogués par ces images. Je vous le demande de la façon la plus polie et la plus humaine. Je ne vous menace pas encore d'avocat et de poursuites judiciaires pour diffamation et préjudice moral, mais croyez-moi, mes avocats se tiennent prêts à vous causer des pertes considérables. Réfléchissez, respirez et pensez à tout ça. Monsieur Tinger, cette galerie n'ouvre pas avant midi. Vous êtes le bienvenu si vous revenez à midi pour contempler avec la plus grande attention la couverture de Charlie Hebdo. Pendant des années et des années, ces œuvres d'art ont existé dans un journal très bon marché et personne n'avait fait particulièrement attention à elles jusqu'à ce qu'il y ait cette tentative meurtrière pour les étouffer, les censurer. À partir de là, ces œuvres sont devenues célèbres et hors de prix. Elles n'ont pas seulement une valeur artistique, elles sont devenues le symbole pour la liberté de l'art. Et vous pouvez intenter contre cette galerie des procès jusqu'à la fin de vos jours. Plus vous protestez, plus vous essayez d'étouffer cette œuvre, plus l'importance de cette œuvre va augmenter, ainsi que sa valeur. Écoutez-moi bien, madame, parce que je parle fort et clair. Si vous continuez, et si vous ouvrez l'exposition, non seulement mes avocats vont faire fermer cette galerie, mais je veillerai personnellement à ce que votre vie soit un enfer bien pire que votre pire cauchemar.
Nous sommes en Amérique. Nous avons des lois. Les avocats ne vous lâcheront jamais. À genoux! À genoux! À genoux! Seigneur, Mon Dieu, non! Seigneur, non!